Vous vous apprêtez à écouter le pilote du podcast Parlons Jeu, podcast au cours duquel l'animateur reçoit un ou une invité. L'invité aura préalablement choisi un jeu de société et le jeu de société préalablement choisi agira comme fil conducteur malléable pour une discussion à venir. Pour cet épisode, j'ai reçu Louis Lalonde, qui est un très bon ami à moi, et on a parlé du jeu de société Lewis et Clark, l'Expédition. On a parlé des différentes thématiques autour du jeu lui-même, et on a aussi couvert la passion que Louis pour le jeu de société, puis comment est-ce qu'il en est arrivé à avoir une impressionnante collection de jeux chez lui. On a aussi parlé de l'importance du choix de jeu lorsque vient le temps de bâtir sa propre collection de jeux de société. Je suis très content de la tournure de la conversation et je trouve que Louis a mis la barre très haute pour les épisodes à venir. Et personnellement, je souhaite qu'il y ait une grande série d'épisodes à venir dans le futur. Bon épisode tout le monde. Parlons jeu. Oui, je t'explique le concept de Parlons jeu. Donc, c'est un animateur qui reçoit un ou une invité, en l'occurrence toi. Préalablement, l'invité a choisi un jeu de société. Le jeu de société qui a été choisi agit comme fil conducteur malléable d'une discussion à venir. Puis, on verra où est-ce que la discussion nous mène. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, le jeu que tu as choisi, c'est Lewis et Clark, l'Expédition. Ouais. Mais avant qu'on commence à parler de Lewis et Clark, je dois dire que je suis vraiment content que tu sois le premier invité de Parlons Jeu parce que de toutes les personnes que je connais, tu dois être la seule qui aime plus les jeux de société que moi. Puis ça, faut le faire en crise. Puis je me demandais, tu sais, en pensant à ça, comment est-ce que tu es devenu gamer? Puis qu'est-ce que ça représente pour toi? Fait que peut-être dans un premier temps, me dire qu'est-ce que ça représente le jeu de société dans ta vie, dans ton quotidien. Puis après, ben, tu m'expliqueras comment est-ce que tu es venu à gamer comme ça. D'accord, ben oui, c'est un plaisir d'être là avec toi, surtout pour parler d'un de mes jeux préférés. Chose certaine, ce que représentent les jeux de société pour moi, mais avant tout, c'est du temps que je passe avec des gens qui sont importants pour moi. Quand tu games, t'es généralement avec quelqu'un, tu peux jouer en solo, mais je trouve que la mayonnaise prend beaucoup plus quand tu partages un moment avec quelqu'un. Fait que pour moi, le jeu de société est un élément qui est divertissant, mais c'est aussi un prétexte de se rassembler ou de passer du temps à la fin de la journée avec ta blonde ou avec tes amis ou avec ta famille. Fait que c'est surtout ça. Pour moi, le jeu, c'est un rassemblement autour d'un élément qui est commun. Puis on en tire tous du plaisir à travers ça. Bien sûr. Donc c'est vraiment pour ça que je joue, essentiellement. Pour répondre à la deuxième portion, là, en fait, comment je suis devenu aussi gamer, aussi intense dans ce passe-temps-là, ben ça a commencé justement avec des gens. C'est en se ramassant avec des amis, où à ce moment-là, ben quelqu'un sort Catan, ça se retrouve sur la table. OK, c'est nouveau, je connaissais pas ça, c'est intéressant. OK, on va en essayer un autre, on sort Carcassonne, wow! Moi, mon déclic a beaucoup été avec Carcassonne. Là. Cette idée de construire une map collectivement, je trouvais ça super fascinant. Donc, c'est un peu ça la genèse. C'est de me ramasser avec des gens puis de découvrir quelque chose de nouveau. On planche tout sur cette espèce de projet commun-là, en compétition, en collaboration. Puis ben de là est venue l'idée d'essayer de jouer avec de plus en plus de monde. Puis quand c'est rentré dans ma maison, lorsque mon amoureuse est devenue fan du hobby aussi, ben là, j'avais plus d'excuses pour pas me procurer une grande collection puis jouer à presque tous les jours avec elle. Fait que c'est comme ça que je suis devenu gamer, c'est avec des gens autour de moi pour jouer ensemble. C'est fascinant. À chaque fois que je parle de jeux de société à des gens qui sont peut-être moins familiers avec le hobby, on dirait qu'ils sont tout le temps accrochés à Catan ou Carcassonne. C'est souvent leur espèce de gateway. Ça l'a été longtemps aussi, tu sais, avec au milieu des années 90, je pense que c'est le gros breakthrough des gateway games comme ça. Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le jeu d'entrée, mais je pense qu'au Québec, c'est des jeux qui sont encore très très populaires. Peut-être que il y a des gros gamers qui relèvent un peu le nez sur ces jeux-là aujourd'hui, mais ça reste que c'est des jeux qui ont amené beaucoup de monde dans le hobby. Là. Ouais, moi je me fais souvent dire si tu fais un podcast sur les jeux de société puis que tu parles de Catan,
sois gentil. Là. Fais attention à ce que tu dis parce que tu pourrais brusquer des gens. Ben, c'est ça. Ben, comme on l'a dit, tu sais, je peux pas dire que je joue encore des tonnes à Catan, Ouais. mais pour moi, c'est un jeu que si j'y retourne, ça vient avec des souvenirs avant tout. Ouais. J'ai beau être rendu au-dessus de 200 jeux plus tard dans ma collection. 200. C'est 200, c'est beaucoup. Mais c'est ça, c'est que je vais avoir un attachement, puis pour bien des gens, c'est une belle porte d'entrée. Puis c'est bien correct comme ça. Si t'as du plaisir avec un jeu, peu importe les critiques qu'on peut y avoir, joue. C'est aussi simple que ça. Effectivement. Donc, je pense que c'est un bon moment pour commencer à parler de Lewis et Clark et l'expédition. Puis dans les semaines qui précédaient l'enregistrement, je te shootais un peu des idées sur les différents jeux desquels on pourrait parler. Ouais. Puis tu les as toutes balayées du revers de la main pour dire non, moi je veux parler de Lewis et Clark. Ouais. Puis au début, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Je me suis dit c'est un jeu qui est très très difficile, un peu obscur. Puis je pense que pour mettre les gens en contexte, là, c'est un jeu qui nous transporte à l'époque où se déroule le film de Revenant. Puis ouais, mais c'est à peu près au même endroit, à la même époque. Donc aux États-Unis, puis on incarne les capitaines d'une équipe d'explorateurs dans le Midwest américain. Et on part, je pense, de la ville de Saint-Louis ou de Kansas City. Saint-Louis, ouais. Puis on doit aller établir notre campement dans le nord-ouest des États-Unis, dans l'État de l'Oregon. Et la première personne qui a établi son campement en Oregon l'emporte. Pour ce faire, il faut aller chercher des ressources qui vont nous amener à aller chercher d'autres ressources, qui vont nous amener à engager des gens, qui vont nous amener à remonter la rivière, traverser les montagnes, puis traverser la rivière encore, puis encore les montagnes, puis encore et finalement la rivière. C'est drôle parce que tu l'expliques, puis ça a l'air difficile. Oui, mais c'est ça. Juste de l'expliquer un peu, moi, ça me donne un peu mal à la tête. Mais c'est vraiment, vraiment un bon jeu. C'est juste que c'est pas accessible. Donc, sur le coup, je me disais, mais c'est drôle. Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'un jeu un petit peu plus accessible? Puis en y repensant, je me dis, ben non, finalement, c'est une super bonne idée parce que il y a tellement de choses à dire autour du jeu. Ouais. Ça cadre vraiment, vraiment avec le concept du podcast lui-même. Fait que moi, j'ai parlé un peu de comment qu'on joue. Maintenant, toi, parle-moi de qu'est-ce que tu voulais absolument dire sur Lewis et Clark. Moi, ce qui me fascine avec ce jeu-là, qui est assurément un de mes préférés, qui reste très difficile, comme tu dis, mais c'est à quel point, thématiquement, au niveau mécanique aussi, on intègre beaucoup d'éléments associés à l'expédition de Lewis et Clark. Qui est une vraie expédition, là, c'est ça? Ouais. En gros, pour un petit bref tour d'horizon, là, c'est Thomas Jefferson qui a mandaté Meriwether Lewis, qui va ensuite aller chercher William Clark, qui sont les personnes en charge de l'expédition, de mener une expédition qui va être scientifique vers l'ouest. Donc, c'est la première fois qu'on a traversé le continent de façon terrestre. Okay. Pour aller voir ce nouveau territoire que les États-Unis avaient acquis tout récemment. Donc, à ce moment-là, on est autour de 1804 lorsqu'on va lancer l'expédition. Donc, puis, on est pile dans l'espèce de thématique d'exploration de la frontière. Absolument, oh, oui, c'est des frontiersmen, puis c'est pour ça que dans le jeu... La conquête de l'Ouest. Là. Exactement, c'est comme les bribes de l'exploration de l'Ouest. C'est au point où Lewis et Clark vont se retrouver en territoire inconnu. C'est ça qui est fascinant, c'est que ça appartient aux États-Unis, mais on n'en connaît rien finalement de ce territoire-là. Donc on lance une expédition scientifique. Thomas Jefferson, qui aimait beaucoup l'idée de la science, avait dans sa bibliothèque, je pense, des livres qui disaient qu'il y avait des volcans, qu'il y avait des créatures qui n'avaient pas de bon sens. Il dit, il faudrait aller voir de quoi ça a l'air. Les fameuses licornes des États-Unis, c'est ça. C'est ça, exactement, les licornes américaines. Donc, mécaniquement, ce jeu-là intègre très bien cette thématique-là. Le visuel est phénoménal, avec Vincent Dutray qui fait... tout ce qui est le dessin en arrière de ça. Vincent Dutray, ça coche. Ouais, il est très très fort. Puis c'est ça, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, ultimement, c'est que, tu le mentionnais, c'est un jeu qui est difficile, mais l'expédition a été difficile. Cette idée de on est pris au pied des montagnes, puis on n'est pas bien préparé, il faut que je modifie ma stratégie en conséquence. Mais c'est arrivé pour vrai. Lorsqu'ils ont campé à Fort Mandan, au pied des montagnes, dans le Midwest, à ce moment-là, ils ont eu besoin de l'aide des Autochtones pour s'orienter parce qu'ils ne savaient pas par où passer pour atteindre leur objectif. Et ça, c'est comme si la trame narrative et mécanique du jeu devient si bien briquée qu'on nous transporte vraiment dans un feeling qui pourrait se rapprocher de ce qu'était cette expédition-là, sous format jeu. Est-ce que tu étais
un fan de l'expédition avant d'avoir joué au jeu ou c'est vraiment de jouer au jeu qui t'a fait découvrir l'expédition? C'est un peu un mélange des deux. C'est une bonne question parce que moi-même, je me suis posé cette question-là. Pourquoi ce jeu-là me fascine autant? C'est sûr que l'histoire est quelque chose qui m'a toujours fasciné, surtout la conquête de l'Ouest. Mais lorsque j'ai appris que ce jeu-là existait, je connaissais très très peu cette expédition-là. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que pour moi, il a été un tremplin vers d'autres connaissances, vers d'autres intérêts. Quand j'ai vu que ça existait, je le trouvais super beau, super intéressant comme jeu. Puis je me dis, il faut que j'en apprenne plus sur cet élément-là, surtout que la thématique semble si bien intégrée. Puis ben, je suis allé vers des documentaires, j'ai même chez moi à la maison le journal de Meriwether Lewis. Qui est en vente dans les librairies. Là, qui est disponible partout. Là, c'est pas cher. Là, c'est une méchante brique parce qu'il est parti pendant 4-5 ans. Puis c'est pas toujours super intéressant, mais ça reste très près d'une réalité qui me fascine, ultimement. Donc le jeu, sans nécessairement connaître tant que ça la thématique, m'a amené à m'y intéresser. Puis en jouant, ben là, je suis simplement tombé en amour. La seule chose que je savais sur l'expédition Lewis et Clark avant de jouer au jeu, puis on en parlait avant, c'est la parodie qu'ils ont fait ça dans Les Simpsons, Ouais. où Lewis et Clark sont joués par Lenny et Carl, puis ils interagissent avec Lisa qui interprète Sacagawea. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que cette expédition-là est très près des mythes fondateurs des États-Unis. Mm-hmm. Tu sais, si on a le Mayflower pour arriver dans cette nouvelle terre-là, la conquête de l'Ouest commence avec Meriwether Lewis puis William Clark. Oh oui, puis la frontière qui est à l'origine du rêve américain, finalement, où on explore de plus en plus les territoires inconnus dans le but, éventuellement, d'y trouver un endroit où on va pouvoir partir à zéro et faire notre propre richesse. Il y avait beaucoup de gens qui profitaient de ces explorations-là pour chercher un nouveau départ à leur vie qui manquait peut-être un peu de sens. Puis, évidemment, là, c'était souvent le voyage plutôt que la destination qui leur apportait beaucoup. Mais il y a quelque chose qui est fascinant aussi, c'est que cette idée de terre d'opportunité-là, à l'époque de l'expédition, le mythe est en construction, mais on est encore excessivement dépendant des populations qui sont déjà sur place, les Autochtones, pour aller explorer ce territoire-là. Puis ce jeu-là intègre bien à ce moment-là ces personnages-là ou ces individus-là qu'on croise à travers le jeu. Donc, ça crée un univers qui est vraiment intéressant pour un jeu. Ouais, justement, ça fait 2 fois qu'on parle des Autochtones, puis je pense que tu fais bien de le mentionner parce que c'est une partie vraiment cruciale du jeu, d'interagir avec différents personnages. Et il y a beaucoup de ces personnages-là, qui sont tous des personnages qui ont véritablement interagi avec Lewis et Clark. Il y en a beaucoup qui sont issus des Premières Nations aussi. Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant avec cette expédition-là puis ce jeu-là, c'est la variété des personnes qui sont impliquées. Il y a beaucoup de francophones, beaucoup de coureurs des bois de l'époque qui vont participer à l'expédition, dont Toussaint Charbonneau. Toussaint Charbonneau, qui, moi, ça me fait tout le temps rire. Il y a, dans le film The Revenant, qui se passe en même temps, Toussaint Charbonneau est dans le film. Ouais. Puis, je pense qu'il meurt, justement, il se fait attaquer par les Premières Nations dans le film, spoiler alert, mais on s'en crisse. Puis, il y a Emmanuel Bilodeau, l'acteur, qui joue dans The Revenant aussi. Puis je pense que sa seule réplique dans le film, c'est qu'on l'entend en gros keb crier « Il est où Toussaint? Il est où Toussaint? » Puis Toussaint, il vient de se faire tuer par les Premières Nations. Moi, ça me fait tout le temps bien rire. Parce que Puis là, quand je l'ai vu dans Lewis et Clark, après, ça m'a fait sourire. Il est présent. Il y a des interprètes aussi. C'est parce que les coureurs des bois avaient une bonne connaissance des langues autochtones. Donc, souvent, ils servaient d'interprètes. Et ils avaient parfois une connaissance du terrain. S'ils n'avaient pas cartographié, souvent, ils étaient passés par là. Donc, il y avait une idée comment survivre dans ces contrées-là. Mais oui, au-delà des Américains, des gens de toute origine, c'est sûr que les Autochtones ont une place super importante. En fait, même tant dans l'expédition que dans le jeu de société, si on n'utilise pas bien les conseils ou du moins l'aide des Autochtones, ça serait impossible de se rendre jusqu'au bout. Ils ont un rôle important dans cette expédition-là comme guide parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont des connaissances traditionnelles qui vont aider à surmonter de nombreux obstacles. Ça, c'est bien représenté dans le jeu et à ce moment-là, en filiation avec la réalité, ce qui s'est réellement produit.
Oui, puis c'est vrai qu'au niveau mécanique, dans le jeu, ils sont super, super importants, voire cruciaux. Ouais, essentiels. Ils sont assurément essentiels. Ouais, mais autant ça, c'est bien fait que je trouve qu'au niveau de la représentation, des fois, ça laisse un peu à désirer parce qu'ils sont aussi représentés par des pions sur le jeu. Ouais. Puis les pions, c'est les seuls pions du jeu qui sont de couleur rouge. Oui. Je pense qu'ils l'ont échappé complètement là-dessus. Ils l'ont échappé, ça c'est évident. Trouble de représentation qui est manifeste. Si mécaniquement ils sont peut-être bien intégrés, ces populations-là, ou peut-être qu'il y aurait peut-être plus façon de les revamper. Chose certaine, il y aurait peut-être bénéficié d'aller voir des gens issus des communautés autochtones, des peuples autochtones, pour avoir une représentation qui est plus importante. Puis je crois que depuis ce jeu-là, il y en a d'autres qui se sont inspirés de ça et on travaille de plus en plus avec des consultants ou encore des historiens dans certains cas. Il n'y a pas si longtemps, je jouais par exemple un jeu qui s'appelle Inuit. Ben, le jeu a été designé et ensuite soumis, travaillé avec un consultant issu des peuples Inuits pour s'assurer que la représentation était adéquate. Donc, on est de plus en plus soucieux de ça. Il faut dire que c'est un jeu qui date d'il y a quelques années quand même, puis le médium change, évolue en ce sens. Ouais, mais là, il y a une réédition qui va sortir cette année. Ouais. Puis, de ce que je comprends, la couleur des pions sur les Premières Nations ne change pas. Donc, ouais. Je sais pas c'est quoi le processus de réflexion qu'il y a eu pour la seconde édition. Peut-être que, justement, ils n'ont pas fait ce cheminement-là. C'est dommage, c'est déplorable, en fait, parce que le jeu en serait simplement bonifié. Oui, parce que c'est vraiment bizarre à quel point on peut tellement viser dans le mille au niveau mécanique puis l'échapper complètement au niveau visuel. Ouais, t'as raison. Ça me dépasse un peu. Mais bon, c'est la vie quand même. C'est dommage, mais en même temps, au niveau visuel, c'est le pion qui dérange, là, parce que les dessins sont faits adéquatement. Je pense que Vincent Dutray a ce souci-là. Ouais. Puis dans d'autres jeux qu'il a dessinés, notamment à thématique japonaise, il y a un souci de travailler avec des artistes japonais. Je pense qu'il y a une réflexion au niveau artistique, c'est peut-être au niveau de la production, du développement du jeu, où là, on est un peu loin, tant au point de vue géographique que du souci, puis ça paraît. Je pense que quand on n'est pas à l'aise de faire quelque chose aussi, en général, c'est important d'aller consulter des gens qui sont plus à l'aise de le faire. Puis c'est particulièrement important lorsqu'on parle de représentation aussi. Exactement. Laisse aux gens le souci de se représenter eux-mêmes. c'est eux autres qui sont le mieux placés pour se définir, finalement. Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'il y aurait peut-être à gagner d'avoir eu un travail à ce niveau-là. Oui, effectivement. Puis, autre chose peut-être que tu notes dans le jeu ou... Chose que je note dans le jeu... Ouais. Ben, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, je me rappelle à la lecture des règlements, c'est ce souci d'intégrer des informations historiques dans le livret. Apprécier les lectures de règlements, je vais t'arrêter tout de suite. Est-ce que tu prends plaisir à lire les règlements de jeux de société? Moi, assurément. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Ouais, je suis peut-être tout seul là, dans mon groupe, mais de voir qu'un jeu a été bien réfléchi, bien développé, que les règlements sont bien ficelés, ça me fascine. J'avais cette discussion-là il n'y a pas si longtemps avec... je jouais à un jeu de cartes avec mes parents. Et puis, on jouait, puis là, je dis... c'est quand même fascinant qu'on a un médium là, physique, qui est la carte. Là. Mm-hmm. Puis, à travers différents individus, on est arrivé à faire des milliers et des milliers de jeux différents. C'est vrai. Et qui ont un feel qui est différent. Pourtant, physiquement, c'est toujours la même chose. C'est toujours un paquet de cartes. Puis, il y a des concours de design comme ça. Mm-hmm. Comme par exemple, là, il y avait un concours, je pense, je sais pas si c'était BGG, Board Game Geek qui tenait ça, mais êtes-vous capable de faire un jeu print and play avec 9 cartes? Puis ça a donné des jeux totalement différents à travers des designers. Puis ça, c'est fascinant. Bref, je reviens à mes règlements, mais tu comprendras que moi, cette idée d'avoir quelque chose qui est bien pensé, qui est une démarche qui a clairement pris du temps, qui a quelque chose de mathématique, mais d'artistique aussi dans sa conception, je trouve ça fascinant. Puis en plus, au-delà de ça, ben, dans le livret règlement, à la fin, chaque personnage a un petit paragraphe qui explique quel rôle il a joué dans l'expédition. Ils ont clairement consulté des historiens pour ça.
Ben, chose certaine, ils ont travaillé avec Wikipédia au moins, au minimum, je te dirais. Il y a un souci quand même de faire ressortir la thématique dès le livret de règlement jusque à la partie, puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant, c'est quelque chose qui témoigne d'un souci quand même du détail au niveau de la thématique qu'on retrouve pas toujours, ou pas dans tous les jeux du moins, où des fois la thématique, ben, ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Oui, bien sûr. Oui, et puis on en parlait tantôt, justement, juste d'expliquer comment le jeu se joue. Ça a de l'air difficile, comme ça a dû être difficile de se rendre du début à la fin. Ouais, absolument. Jusqu'en Oregon. Ouais, exactement. Puis c'est ça qui, pour moi, c'est un jeu où ta marge d'erreur est très, très mince. Mm-hmm. Puis c'est ça qui me rend ça si intéressant. C'est ça qui me donne le goût d'y retourner. Ah, j'ai fait une erreur en début de partie. Prochaine partie, là, si j'essaye telle stratégie... 3 heures plus tard. Ouais, je vais peut-être m'en sortir. Ben, c'est pas si long que ça, quand même. Ouais, la dernière fois que j'ai joué à Lewis et Clark, ça a pris 4 heures. Ah, mais t'as joué à combien de joueurs? On a joué à 4. Ouais, c'est ça. Moi, je jouerais ça joue pas jusqu'à 5 joueurs. Là, ouais, non. Moi, c'est un jeu que je joue à 2 ou à 3, pas plus que ça. Puis à 3, faut qu'on ait une bonne connaissance déjà, parce que c'est un jeu qui, effectivement, peut être difficile. Puis c'était la critique de beaucoup de différentes chaînes de critiques de jeux. Souvent, ce qu'ils reprochaient au jeu, c'est qu'il peut être paralysant là, complètement pour les nouveaux joueurs. Ouais, mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Théoriquement, c'est une course. C'est une course. Mais t'as pas le ressenti d'une course du tout, parce que c'est tellement difficile, puis tu dois changer de la manière que tu articules tes cartes et tes ressources en fonction de si t'es dans la rivière ou la montagne, ou la rivière ou la montagne, ou encore la rivière, même si à la fin de la partie, ça devient de plus en plus facile, logiquement, ou c'est supposé l'être. Ça dépend. Si t'es parti avec une stratégie qui misait sur le premier type de terrain que tu rencontres, à la fin, ça va être beaucoup plus difficile. C'est un jeu qui demande de s'adapter au niveau stratégique. Ouais. Tu peux pas utiliser la même stratégie pendant la partie. Non, c'est ça. T'as raison. Il y a différentes phases, on pourrait dire, à la course. Puis des gens pour qui c'est assez difficile, parce qu'il y en a qui vont décider d'adopter une certaine stratégie, puis ils vont adopter cette stratégie-là pendant l'ensemble de la partie, puis ils s'adapteront pas. Dans ce cas-là, Lewis et Clark, tu peux pas faire ça si tu veux l'emporter. C'est pas possible, tout simplement. Puis justement, ben ça je reviens encore à ça, mais au niveau de l'expédition réelle, ça a été ça. Lorsqu'on était pris à faire de la randonnée 10 heures par jour dans des montagnes, on était très loin du début de l'expédition où on était à contre-courant dans un fleuve, puis que essentiellement la difficulté, ben, c'était de remonter la rivière. Encore une fois, là, les peuples autochtones ont beaucoup aidé à surmonter ces obstacles-là. Mm-hmm. Puis ben, ça rend le jeu tout simplement fascinant. Oui, ils sont tellement bons. L'autre jour, j'ai été au Mont-Saint-Hilaire, puis j'ai été raqué quand je suis revenu. C'était difficile, mais c'était... Le Mont-Saint-Hilaire ou l'expédition? Mont-Saint-Hilaire, ça va. Ouais, c'est assez facile. Mais l'expédition, c'était difficile. Puis il y a quelque chose qui est quand même surprenant, c'est qu'il y a eu presque pas de décès dans cette expédition-là. En fait, il y en a eu un seul. Puis le diagnostic, là, probablement que c'était une appendicite là, qui a tué le sergent Charles Floyd. Mais c'était une époque qui était très rude. C'était des frontiersmen, comme on a dit, qui étaient probablement très endurcis. Puis faut dire aussi que Lewis et Clark tenaient quand même leur troupe d'une main de fer. Hein? C'est un ordre militaire, c'est le Corps of Discovery, le nom de l'expédition. Donc, si on lit les mémoires là, de Meriwether Lewis, ben, pour insubordination, les sanctions étaient très, 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 très sévères. Là, on pouvait parler de fouetter quelqu'un qui s'était endormi sur son poste. Le bon vieux fouet. Ouais, c'est ça. Mais en 1804, semblerait-il, c'était une bonne façon de redresser les torts. Très discutable. Mais c'est ça. C'était des gens qui étaient très, très durs, très, très, très endurcis, probablement. Oui, puis j'ai lu qu'il y avait un chien qui avait survécu à l'expédition aussi. Seaman, je pense. Oui, exactement. Seaman, qui était le chien, je crois, de Lewis, qui a fait partie de l'expédition. Absolument. Qui est un personnage jouable dans le jeu. Ça me fait tout le temps bien rire. Il permet de ramasser de la nourriture pour l'expédition. Puis la dernière fois, j'ai joué justement, parce qu'à un moment donné, tu peux te débarrasser de certaines cartes pour alléger tes cartes, puis optimiser un peu ton moteur. Ouais. Puis, quand tu te débarrasses d'une carte, c'est comme si tu tuais un personnage au final. Puis, il quitte l'expédition. On peut mettre ça comme ça plutôt. En tout cas, moi, j'aime bien penser que oui. Là, c'est
un dommage collatéral de l'expédition. Puis j'ai un ami, justement, qui avait le chien dans son deck de cartes. Puis malheureusement, il a dû tuer le chien. Ah, Ouais, il s'est débarrassé du chien. Non, il est retourné sur la ferme. C'est ça qui est arrivé. Oui, bien sûr. Ça, Ouais. c'est ce que tu dis à tes enfants pour leur dire que leur poisson est parti au paradis. Ouais, là. exactement. C'est ça. Il Non, est allé mais nager dans les égouts. Là. Mais ça, Ouais. puis tu soulèves un bon point avec ce jeu-là aussi, c'est que c'est une course, oui, avec une piste, mais ultimement, c'est une course à l'efficience. Bien sûr. Parce que toute expédition sera en mesure de se rendre au bout, mais c'est de le faire avec le moins de tours possible, avec aller chercher les cartes qui nous permettent de faire les meilleurs déplacements. Puis ça crée un petit sentiment d'urgence aussi. Si tu dis que ça file pas comme une course, c'est vrai, parce que c'est peut-être la course la plus lente possible, là. Mais au-delà de ça, tu as un sentiment d'urgence parce que tu dis, il faut que mon équipage me permette de me rendre au point A, au point B le plus efficacement possible, considérant la variété d'obstacles que je vais rencontrer. Je dirais que le marathon dans la catégorie des 90 ans et plus doit être une course qui est plus lente que Lewis et Clark. Je ne sais pas, sais-tu, je ne sais pas. Puis dans la réalité, ça a pris 4-5 ans de se rendre puis de revenir, donc ça aussi c'était long. Oui, là, si on compare à la vraie expédition, for sure, c'est sûr, mais si on compare à une partie de Lewis et Clark, quand même... Quand même pas. C'était pas une course, l'expédition réelle. Non, effectivement, c'était pas jeu différents équipages qui coursaient pour se rendre. Ils se sont subdivisés au retour, mais encore une fois, c'était dans un objectif de cartographie. Donc, prends cette branche-là de la rivière, moi je vais prendre l'autre, puis on se rejoint à tel point qu'on sait qu'on a déjà rencontré. Mm-hmm. Puis cet élément-là, cette idée justement de cartographier puis de recenser ce qui se trouve sur le territoire au niveau de la faune, de la flore, des populations qui y habitent, se retrouve dans la suite, parce que c'est un jeu qui a une suite. Oui, donc il n'y a pas juste des suites au cinéma ou à la télé, là. Il y a des suites dans les jeux de société aussi. Ouais, exactement. Dont Lewis et Clark. Le jeu Lewis et Clark d'Expedition focalise vraiment sur l'élément de la course, donc de se rendre jusqu'à Fort Clatsop, en Oregon. Mais la suite touche davantage l'aspect scientifique et rencontre, c'est-à-dire que l'idée est de compléter des cartes où à ce moment-là, on retrouve par exemple une espèce animale X ou Y, ou encore des éléments de la flore, ou encore de passer par certains passages tout en ayant une expédition qui est le plus efficace que possible, évidemment. Puis les cartes qui te permettent d'avancer, généralement, c'est des autochtones aussi, donc ils sont encore très présents dans ce jeu-là. Donc, la suite qui s'appelle Lewis et Clark Discoveries. Discoveries, qui mécaniquement, c'est quel genre de différence qu'il y a? C'est très différent. C'est ça qui est fascinant. C'est la même personne qui design les deux jeux, Cédric Chaboussi. Et dans les deux cas, il arrive... Y a-t-il encore des pions rouges pour Non. Il n'y a plus ça. En fait, c'est un jeu de dés, essentiellement. Puis tout ce qui est pour représentation des Autochtones, là, on a complètement laissé ça entre les mains de l'artiste, qui est encore une fois Vincent Dutray, où je dois dire que visuellement, je pense que j'aime quasiment plus la suite, parce que chaque carte représente une nation autochtone. Mm-hmm. Donc on a un plus grand sentiment de diversité qui est intéressant. Puis à ce moment-là, l'idée, même si mécaniquement c'est très très différent, on arrive à avoir quand même la thématique de l'exploration scientifique, de recenser le plus de chemins possibles, de recenser le plus d'espèces possibles aussi. Et ça, ça vient rejoindre directement ce qui était l'objectif, ce que Jefferson a mandaté Meriwether Lewis. Donc, fais-moi découvrir ce territoire-là. Puis ils sont revenus là, avec, je pense que ils ont recensé plusieurs centaines de nouvelles espèces qu'ils n'avaient pas répertoriées dans les livres scientifiques. Ils ont capturé des spécimens d'animaux. C'était la première fois qu'ils voyaient, par exemple, des chiens de prairie. C'est avec cette expédition-là. Des chiens de prairie. Ouais. Pour eux, ils ne comprenaient pas c'était quoi. C'était nouveau. Mm-hmm. C'était fascinant. Puis, si tu te replonges à l'époque, là aussi, là, mettons, tu as habité sur la côte est des États-Unis essentiellement, parce que c'est là qu'est concentré le pouvoir politique, c'est là qu'on est issu des premières colonies, des 13 colonies. Encore aujourd'hui, là, si on nommait la Californie, puis peut-être le Texas, si on veut l'inclure dans l'Ouest américain, le pouvoir politique est majoritairement concentré à l'Est encore, là, ou le pouvoir démographique du moins. Ouais. Oui, il y a une bonne portion. C'est que ça crée aussi des sous-cultures. Les États-Unis, souvent, culturellement, on va parler de 4 pays. Avec le nord-est, le Midwest, le sud et la côte ouest.
Donc oui, le territoire a fasciné différentes cultures. Puis à ce moment-là, mon point était justement cette idée de grandeur qu'on associe encore beaucoup à l'Ouest. Il y a quelque chose de fascinant quand on arrive, là, Meriwether Lewis là, pense qu'il est arrivé, puis il a constaté les prairies américaines, là, des plaines couvertes de bisons et d'herbes à en perdre la vue. C'est fascinant. Puis ça, ce jeu-là me transmet un peu cette grandeur-là, aussi cette fascination-là de l'explorateur de l'Ouest américain. Je trouve ça si bien intégré. Mais d'ailleurs, je suis fatiguant avec ça, puis c'est pas tant un bon film, The Revenant. Là. C'est bien, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Mais les images sont à couper le souffle. Puis je pense que la plus belle scène du film, c'est lorsque, à un moment donné, il y a le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est pas dans le jeu, Lewis et Clark, là, Glass, je pense qu'il s'appelle. Puis je pense qu'il l'est. Ouais, peut-être. Je pense qu'il l'est. En tout cas, il se bat pas contre un ours. Ouais, c'est ça, on cherchera ça tantôt. Puis il se retourne ou il arrive en haut d'une montagne ou en haut d'une espèce de colline. Puis justement, il y a énormément de bisons. Puis là, ça panne, puis c'est un super beau panoramique avec plein de bisons. Puis le soleil, soit qui se lève ou qui se couche, mais c'est vraiment magnifique. Puis il y a une espèce de splendeur sur la totalité de l'écran. C'est vraiment, vraiment un beau moment. Puis je pense qu'il y a même la musique qui nous aide à vivre ce moment-là. Ou bien il n'y a pas de musique, je me rappelle pas. Là. Moi, j'ai juste vu le film une fois, puis comme je dis, c'était pas un chef-d'œuvre, mais cette scène-là était vraiment à couper le souffle. À mon avis, beaucoup plus spectaculaire que la fameuse scène où Léo se bat contre un faux ours fait à l'ordinateur. Qui est la scène qui lui a valu son Oscar. Si on revient au jeu, je pense que je te ramène, mettons, juste à la couverture, à la boîte, ou encore au plateau. Puis là, je parle tant du jeu The Expedition, donc le jeu dont on parle aujourd'hui, puis sa suite. Discoveries. Ouais, Discoveries. L'artiste rend très bien cette impression-là de grandeur. Cette impression de grands espaces. Et ça aussi, ça contribue à l'atmosphère. Moi, je pense que si un jeu est beau et bien produit, t'as le plus goût d'y jouer, assurément. Il va être plus immersif. Probablement aussi. Cela dit, je joue à des jeux qui sont moins beaux, mais je pense que... Ouais, mais t'es rendu habitué aussi. Là. À un moment donné, quand t'as 200 jeux, c'est toi qui as dit 200, là, mais je pense que tu vas... c'est plus que ça. Je pense que tu regardes au-delà de l'apparence du jeu aussi, même si c'est souvent un incitatif, mais pour des nouveaux joueurs, je pense que c'est super important. Si tu rentres dans un magasin de jeux, là... t'es entouré de dessins, d'un travail de artwork qui est génial. Là. On est très loin des jeux d'il y a 20 ans où le jeu pouvait avoir un look un peu ordinaire puis ça passait quand même. Maintenant, là, t'as tellement du beau travail, t'as tellement des artistes qui travaillent fort pour créer un univers avec leurs dessins pour rendre ça encore plus immersif que c'est pas un impératif. Mais si tu veux vendre beaucoup de copies d'un jeu, faut qu'il soit beau. Ouais, c'est vrai. Puis moi, à mon avis, c'est des œuvres d'art, les jeux de société, c'est des produits culturels, assurément. Mais éventuellement, quand tu le pitches à une maison d'édition de jeux, pour eux, c'est des jouets aussi. Ouais. Donc, ça se calcule en nombre de ventes potentielles, puis ça va être la raison pour laquelle il est pris ou pas. Ouais. Ça, c'est évidemment si t'es un nobody qui vient pitcher ton jeu, là, à partir du moment que t'es un designer reconnu. Je pense que t'as pas ce souci-là non plus. Peut-être bien. Chose certaine, c'est que maintenant aussi, avec les jeux de société, il y a plusieurs voies de publication. Hein? Le sociofinancement a un rôle qui est beaucoup plus important qu'il l'était avec Kickstarter pour amener des publications indépendantes. Fait que t'as un autre canal peut-être. Le sociofinancement a eu cet effet-là pour plusieurs milieux, là, notamment le jeu de société, mais aussi les jeux vidéo, ou même pour les podcasts, là, si on veut être un peu méta, je veux dire, les Patreon et autres de ce monde, qui sont des formes de sociofinancement, ont permis la démocratisation c'est sûr, parce que à ce moment-là, tu as un retour plus direct vers le créateur, ou du moins tu peux avoir une impression de retour plus direct vers le créateur, puis c'est plus comme à une époque où tu achètes un package. Tu sais, si tu t'achètes un forfait télé, par exemple, peut-être que tu voulais 2 chaînes, mais tu vas en avoir 5. Maintenant, tu sais vraiment les contenus que tu veux. C'est à la carte.
C'est beaucoup plus à la carte, t'as raison, c'est une belle façon. Aussi, c'est plus ciblé, c'est peut-être des plus petits montants, mais tu vas les multiplier directement vers les canaux qui t'intéressent. Puis ça fait ça aussi, il y a des jeux qui sont supportés davantage parce que justement, ben, on sait que tel créateur vient plus me chercher puis il passe pas par une boîte une grosse maison d'édition. Donc à ce moment-là, c'est un autre canal. Mais Kickstarter aussi, là, je reviens à l'élément du artwork. Au début, il misait beaucoup sur des jeux qui en mettaient plein la vue pour attirer du financement. Encore aujourd'hui, des fois, oui, je veux dire, oui, t'as raison. backer la version Kickstarter et vous avez les pièces de monnaie en métal. Puis, l'édition de luxe, la fameuse édition de luxe qui coûte $50 de plus. À $50 de plus, t'es généreux. Des fois, t'as le super de luxe qui coûte $500 alors que le jeu il en vaut 50. Ouais. Puis il y a des gens qui ils veulent ça. Ben, si ça continue de fonctionner comme ça, c'est clairement il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Moi, je trouve moi, c'est sûrement une critique que j'ai de ma propre passion, c'est le fait que ça prend quand même des sous. C'est cher des jeux. J'ai beau me tenir proche là, des sections en rabais, là, mais ça coûte cher des jeux, puis je me rappelle quand j'étais étudiant, ben je jouais pas mal plus à des jeux de cartes parce que c'était moins cher versus des gros jeux de plateau. Parce que c'est ça, ça prend des sous. Il y a moyen là, de partager des jeux puis d'économiser, mais c'est sûr que c'est cher. Il y a bien des passions aussi. Quand quelque chose te passionne, même si c'est cher, t'as pas l'impression de jeter ton argent par les fenêtres. Là, je veux dire, il y en a qui mettent ces montants-là sur leur voiture, il y en a qui mettent ça sur de l'équipement de plongée, il y en a qui mettent ça sur un vélo. Oui, assurément. Oui, c'est sûr que quand tu atteins un niveau de passion, tu le vois pas comme ça. Moi, quand même, j'essaye... j'ai de la misère à payer des montants pharaoniques pour des jeux quand même parce que je me dis... mais si t'en achètes plus, oui, t'as plus de variété quand tu joues, mais t'as payé le même montant que si t'avais acheté un jeu aussi. C'est peut-être ça. Moi, j'aime beaucoup avoir une variété dans ma collection. C'est un des bons critères. Moi, maintenant, c'est ça. Quand je choisis un jeu, par exemple, je vais me poser des questions à savoir est-ce que je touche déjà un peu cette thématique-là? Est-ce que je touche ces mécaniques-là aussi? Est-ce que ce jeu-là va apporter quelque chose que je n'ai pas? Parce que je me plais des fois à dire que tel jeu, ça c'est mon aventurier du rail. Ça, je dis ça de Royals par exemple, parce que mécaniquement il se rapproche, il joue un rôle similaire, c'est-à-dire que je vais jouer à ce jeu-là avec à peu près les mêmes personnes avec lesquelles je jouerais un autre jeu, si bien que je sens pas le besoin d'avoir son équivalent peut-être plus populaire parce que j'ai déjà je touche déjà cet aspect-là que je peux rechercher lorsque je m'assois à table pour jouer. Oui, mais des fois, je peux pas croire que sur 200 jeux, t'as pas des jeux qui sont mécaniquement similaires. Ah, mais c'est sûr qu'il y a des mécaniques qui vont revenir. Des fois, il y a des thématiques qui t'intéressent plus qu'un autre aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est évident que j'ai un faible pour les thématiques au niveau du milieu naturel. La faune, la flore, si c'est un jeu qui tourne autour de ça, ça attire mon œil un peu plus. Je n'étais pas sûr que je voulais aller là, mais là, je pense que je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais parler de tes expositions mensuelles chez vous. Puis les gens vont comprendre pourquoi je parle de ça aussi, parce que oui, il y a tellement de jeux chez eux qu'une fois par mois, il va enlever des jeux de son étagère où est-ce que les jeux sont rangés. Ouais, j'ai l'air spécial. Puis il va en mettre 3 ou 4 en display dans son salon. Ben ouais. Puis il va appeler ça son exposition mensuelle. Fait que là, il va faire des trous dans son étagère, puis éventuellement, il va les remplir avec d'autres jeux qu'il va racheter dans le mois. Là. Oh, puis, ça m'inquiète pas, cet aspect-là. Puis là, il va prendre 3 jeux qui couvrent le même sujet, puis il va les mettre en display. Puis il appelle ça son exposition mensuelle. Puis il change à chaque mois. Fait mais que tu l'as dit, c'est des œuvres d'art, les jeux. Il faut les exposer. C'est très beau. Mais là, justement, tu parlais d'une fascination pour les thématiques naturelles. Je pense que le premier mois, j'ai constaté l'exposition, c'était les arbres. Fait que là, tu avais 3 jeux de société qui parlaient des arbres qui étaient en display. Moi, je te rappelle qu'il y a des gens qui n'ont même pas 3 jeux de société dans leur collection. Toi, tu as 3 jeux de société qui parlent des arbres. Ouais. Puis là, tu as enlevé ça. Puis le mois d'après, c'était 3 jeux de société dont la thématique était le soleil. Ouais. Donc, moi, ça me faisait vraiment rire. Je suis dans la nature pas mal. Puis là, ben, c'est ça, le mois prochain. Le mois prochain, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais penser à ça. Ça pourrait être
tiens, quelque chose de l'agriculture, tiens, ou la ferme. Je vais mettre la Granja, Scoville, puis peut-être Harvest Dice, tu sais. Ouais, mais l'agriculture et la ferme, il y a quand même pas mal Ça, de il y en jeux a qui des touchent jeux, ça. Ouais. ouais. Tu pourras pas tout prendre tes jeux d'agriculture puis les placer. Non, là. ben je n'ai pas des tonnes, je dois dire quand même. Ah ouais? Je sais pas, peut-être parce que j'ai pas autant de jeux que ça de Uwe Rosenberg. Je pensais que tu étais un fan de Rosenberg. J'aime beaucoup ce qu'il fait, oui, mais je sens pas le besoin d'en avoir l'entièreté de sa production parce que souvent ça tourne autour des mêmes thématiques. Uwe Rosenberg, c'est celui qui s'est fait connaître du milieu des gamers quand il a publié le jeu Agricola en 2008. Exactement. Puis on a fait beaucoup d'autres depuis. La Harvest Series, qui sont tous des jeux qui tournent un peu autour de la production alimentaire ou l'agriculture, avec des jeux comme Aura et Labora ou encore Le Havre. Festin pour Odin aussi. Ouais, Feast for Odin, qui est dans ses productions très très connues. Fields of Arle. Il y en a plein de jeux, mais justement, tu sais, moi j'ai pas Agricola par exemple, même si c'est un grand classique. Les raisons sont multiples. Ben, la première, c'est que j'ai un bon ami qui en a une copie. Puis l'autre, ben, de toute façon, moi j'ai le Havre, puis qui entre les deux vient plus me chercher. Je le trouve plus intéressant au point de vue mécanique. Dans ces jeux un peu plus mainstream, justement, il y a Patchwork qui est un gros hit il y a quelques années, qui est un jeu à 2 joueurs. Ouais. As-tu joué à Patchwork? J'ai pas joué à Patchwork, puis ça reprend bien des gens parce que parce que tu joues beaucoup à 2. Là, je joue essentiellement à 2. Je joue avec mon amoureuse la plupart du temps. Puis en fait, moi, Patchwork, la raison pourquoi je suis moins allé vers ça, c'est purement pour des raisons thématiques. Probablement que si je jouais, je le trouverais super intéressant, je l'aimerais, mais j'aime mieux sa série sur les saisons, là, avec Cottage Garden, Indian Summer, puis Spring Meadows. Pas un fan de courte pointe? Écoute, d'emblée, je te dirais non, mais j'ai jamais essayé. Fait que c'est peut-être ma plus grande passion, puis je le sais pas, là. Mais tu sais, je reviens avec l'idée que moi, ben, les thématiques de nature, puis un peu floral, j'aime beaucoup ça. Donc, c'était des jeux qui venaient un peu plus me chercher, puis mécaniquement, si peut-être ont un peu moins de reconnaissance que Patchwork, ben, moi, je suis très satisfait. J'ai l'impression que je vais toucher cet aspect-là que j'aurais besoin, ou que c'est pas un besoin, mais que je voulais avoir dans ma collection. Je l'ai avec ces jeux-là. Donc, je joue à ces jeux-là, puis je suis bien heureux quand même. Noté. Ben, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu incites les gens à pas nécessairement, si on va se procurer des jeux de société, ça va finir par sortir, là, mais si on va se procurer des jeux de société, de pas aller nécessairement vers ce qui est bien reçu par la critique ou ce qui est considéré comme un classique, mais d'aller peut-être plus vers les thématiques qui leur parlent. Oui, mais en fait, c'est ça qui est difficile, je trouve. C'est un peu... ça en est étourdissant quand tu rentres dans une boutique de jeux parce que t'as des propositions là, qui vont dans tous les sens, t'as plein de trucs qui peuvent être toutes des bonnes options. En fait, moi, je crois que quand tu cherches un jeu, c'est pas de trouver un bon jeu. C'est pas ça la question. C'est trouver un jeu qui te convient. Parce que des bons jeux, il y en a des tonnes. On est à une espèce d'ère d'or du jeu de société où c'est en pleine expansion, c'est de plus en plus populaire. Il y a plein de bons designers, il y a plein de beaux jeux qui sortent à chaque année. Mais c'est de trouver le jeu qui va cliquer pour toi. Et un défaut pour un autre joueur va peut-être être une qualité pour toi. Donc, se renseigner avant de trouver un jeu. Oui, évidemment. Mais mettons que tu entres dans une boutique spontanément, puis que tu finis par te convaincre d'acheter un jeu. Ouais. Pas nécessairement te sentir mal d'acheter un jeu que tu connais pas, mais... Non, ben non, c'est correct. Je dois dire, par contre, c'est rare que j'achète impulsivement. C'est rare que je vois un jeu, j'en ai jamais C'est parce que c'est toi aussi. Parce que c'est moi, je l'ai fait quelques fois, puis généralement, ça marche bien, parce que moi, je sais que je suis pas difficile en termes de jeu. Souvent aussi, les vendeurs ont testé les jeux, donc ils peuvent bien t'aiguiller. Il y a des bons conseils là, dans les différentes boutiques. Donc, tu peux trouver. Généralement, peut-être, je vais regarder rapidement sur mon téléphone quelles sont les principales mécaniques, les critiques qui en sont sorties, puis je commence à me connaître en tant que joueur. Donc, moi, je sais qu'est-ce qui vient me chercher. Si je peux illustrer mon propos, là, tu disais justement, je peux avoir des jeux qui se ressemblent au point de vue mécanique, c'est vrai. Dernièrement, je me suis procuré un jeu qui reprend beaucoup Carcassonne. Je reviens au début de notre entretien. Carcassonne, pour moi, ça a été un gros déclic. C'est presque freudien, tout ça. Ouais, c'est ça. Tout est dans tout.
Puis, puis moi, ben, je vois le jeu, il y a des critiques très, très, très mitigées. Ah, ça ressemble à un Carcassonne revisité 2.0. C'est quoi le jeu? C'est Cornwall. Cornwall. Des éditions Schmitt, là. Comme Cournoye, Comme là? Cournoye, Ouais. exactement. Puis en gros, ben, ça ressemble beaucoup à un Carcassonne. Donc c'est un placement de tuiles, mais c'est juste que il y a des petites twists au niveau mécanique. Puis en y jouant, je sais, ben oui, je vois clairement le designer a joué à Carcassonne, a trouvé ça fabuleux comme moi, puis il a décidé de le mettre à sa sauce. Mais au final, en y jouant, je fais, mais je redécouvre un peu un jeu qui a une vibe similaire, mais qui est pas pareil. Puis j'ai beaucoup de plaisir à y jouer à ce jeu-là. Si bien que même si le jeu, je sais qu'il y a des mauvaises critiques, moi je sais que ce type de jeu-là va me plaire. Mhm. Puis ben vu qu'il y a des mauvaises critiques, des fois il est moins cher. Oui, c'est vrai. Fait que ben j'ai pu me tourner puis vers ce jeu-là, puis je l'apprécie beaucoup. Donc c'est ça. Quand tu rentres dans une boutique, peut-être avoir une idée qu'est-ce que t'aimes, ou du moins qu'est-ce que t'es prêt à explorer. Puis à ce moment-là, va voir. Il y a plein de bons jeux à essayer. Mhm, ouais, puis C'est une question à laquelle il n'y a pas de mauvaise réponse. on À a quoi acc- tu veux on jouer? a accès à l'information assez facilement aujourd'hui en Aussi, plus. ben, c'est sûr. Puis là, je vois que le temps file, puis qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon. Fait que je propose qu'on arrête là, bientôt, mais avant qu'on se laisse, peut-être une exclusivité sur ta prochaine expédition, Ma- ta prochaine exposition prochaine mensuelle pour les Ouais. 3 personnes, les 3 amis Ben, qui vont écoute. pouvoir te visiter. Ben, tu sais quoi, vu qu'on a beaucoup parlé de Lewis et Clark, ça va peut-être être Lewis américain, tu sais. L'Ouest américain. Moi, Bon. je vais mettre Lewis et Clark en exposition, peut-être US Telegraph, Mississippi Queen, je sais pas. Je vais penser à quelque chose, là, puis je vais te préparer ça pour ta prochaine visite Bon. chez nous. Notez que mon invité a au moins 3 jeux qui explorent l'Ouest américain, alors que, je le rappelle, il y a beaucoup de gens qui ont juste ça, 3 jeux dans leur collection. Donc, ben écoute, voyez, on a commencé en parlant de Lewis et Clark, puis on a été jusqu'à effleurer même les équipements de plongée un peu, car c'est aussi là que ça peut mener, les jeux de société. Realm, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à toi.